de les transmettre par écrit en ayant les 48 heures auprès du rapporteur. Il est évidemment aussi question de modifier, de corriger certaines données sur les présences à nos plénières et à celles-là précisément, où il y a quelques noms de collègues qui étaient autorisés officiellement à sortir du pays ou de la ville, province de Kinshasa, mais dont les noms sont repris par erreur sur la liste des absences. Nous allons donc corriger tout cela et nous demanderons que désormais les copies des ordres d'émission et autorisation de sortie soient transmises au directeur des séances pour lui permettre de bien tenir les listes. C'est l'occasion aussi de demander donc à tous ceux qui constateraient que leurs noms sont mal écrits de pouvoir le faire observer, et je demande à la rapporteure adjointe aussi de bien prononcer mon poste-nom. La fois passée, je m'étais tue. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire. C'est Lukwebo. Donc, mon poste-nom, c'est Lukwebo. Nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès verbal moyennant d'éventuelles corrections. Qui sont pour, veuillez le manifester. Ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Le procès verbal numéro 5 est adopté. À présent, nous passons à la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Je rappelle que la commission PAJ avait déjà achevé l'examen des amendements déposés par les membres de l'Assemblée plénière. Oui, je termine d'abord ma lecture. Nous allons donc procéder à l'adoption de cette proposition de loi article par article après un commentaire qui sera fait par la commission sur les amendements reçus. J'invite les membres du bureau de la commission PAJ à venir se placer devant le podium et dans l'entretemps, je donne la parole au collègue Molicho. Il sera suivi du collègue Mukinti. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir au micro ou alors à partir de votre place. ambapo kilele kimefungua mlango wake leo tarehe 12. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, conformément à l'article 94 du règlement intérieur de notre Chambre, je saisis la plénière par motion incidentielle pour demander à notre Chambre de statuer sur la situation quelque peu anormale que connaissent les paisibles citoyens qui ont acquis des parcelles de terre dans la commune de Lancélé et qui font l'objet de tracasseries de la part de certains agents de l'administration foncière en complicité avec quelques autorités de l'armée et de la police nationale. Honorable Président, Kinshasa est une ville-province et a la particularité d'être composée aussi des villages dont les limites sont reconnues par l'administration foncière. Il en est ainsi des villages de Kindobo, Benzale, Mikala, Kimpoko,
Kingakati, pour ne citer que cela. Les autorités coutumières de ces localités disposent chacune des droits sur leurs terres ancestrales au même titre que les autres autorités coutumières dans le village disséminé à travers les autres provinces de la République. Alors que la loi fixe le principe du sol qui appartient à l'État, l'État congolais admet le principe d'un accord préalable entre les autorités coutumières et les personnes intéressées à acquérir des terres sur les espaces coutumiers avant de prendre un acte de lotissement. Nous pouvons mentionner à ce titre les cas du domaine de l'Ancélé et celui de Kingakati qui n'ont pas fait exception à ces principes. Lors de la relance des activités de Daipen, l'équipe dirigeante mise en place avait saisi les autorités nationales au motif que les terres de Daipen étaient spoliées. Il est à signaler que les terres de Daipen s'étendent sur une superficie de 3000 hectares et dont les limites sont précisées dans les accords signés entre le président Mobutu à l'époque et les chefs coutumiers des villages Kimpoko et Mbenzali. Une commission a été constituée afin de répondre à la demande de l'équipe de Daipen. À l'issue de sa mission, la commission établira un rapport administratif et technique qui permettra de délimiter les sites de Daipen, Mbenzale et Kimpoko, et ce rapport a attesté les droits des uns et des autres. C'est au vu de ce rapport que le chef Mbenzale va introduire une demande de lotissement d'une partie de ces terres, et c'est ainsi que par les arrêtés ministériels numéro 313, 343 et 345 du ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions, et ceci conformément aux dispositions de la loi numéro 73-021 du 21 juillet portant le régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sécurité tel que modifié par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980 et aux mesures d'application de la dite loi, a été créé des parcelles de terre à usage mixte dont les dimensions sont mentionnées sur le dit arrêté. Honorable Président, alors que nous affirmons que l'État des droits voudrait que les actes posés par les autorités doivent avoir un soubassement juridique pour ne pas empiéter sur les droits des uns et des autres, il me semble que les arrêtés susmentionnés, qui ont été pris sur base du rapport de la Commission et à la demande du chef Mbenzale, disposent bien d'un soubassement juridique. Pour mettre fin aux tracasseries dont fait l'objet les personnes qui ont acquis les parcelles de terre sur ces terrains, couverts par les 3 arrêtés susmentionnés et aux conditions fixées par la loi, je sollicite que l'Assemblée plénière adopte cette motion et, par la même occasion, accepte qu'une commission d'enquête soit instituée par notre Chambre pour mettre fin à cette situation qui risque un jour de dégénérer et causer mort d'homme. Parce qu'on y met dans cette histoire des unités des forces armées, de la police nationale dans une situation qui devait être gérée par les autorités judiciaires, appuyées si nécessaire par la police nationale. Tel est l'objet, honorable Président, de la présente motion que je demande à la plénière d'adopter à l'unanimité. Merci. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soutient la motion?
Collègue Katouma et collègue Allez-y. Oui, Madame la Présidente, merci. Merci pour la parole. Je soutiens la quintessence de la préoccupation posée par notre collègue, mais je ne soutiens pas que ce soit une motion incidentielle. Par essence, la motion incidentielle est celle qui a incidence sur l'ordre du jour, sur l'objet en discussion. Nous sommes sur un autre objet. C'est pourquoi je vais demander à notre collègue de peut-être reformuler sa préoccupation. Ça peut peut-être être une motion d'information ou une mission, peut-être il va solliciter une mission d'information que le bureau accepte de lui accorder, bien sûr, avec la plénière, parce que c'est elle qui est souveraine, accepte d'accorder à notre collègue qui est de centre souterrain, donc une mission d'information. Mais sinon, ce n'est pas une motion incidentielle. Je vous remercie. Merci, collègue Manfoy. Merci, honorable président. La première observation était celle-là, mais je soutiens la motion puisque des informations sûres que nous avons des autorités de la ville-province de Kinshasa font état que la ville-province de Kinshasa ne connaît pas les opérations qui se font. On n'a même pas associé les commandants de la ville-province. Donc ce sont plus, il y a un général dont j'étais le nom, parce que moi-même j'en suis victime et j'étais sur place, au point qu'on allait même s'échanger. Mais par discipline et déontologie, par rapport à notre statut, on ne l'a pas fait. Ils n'ont pas reçu des documents de la haute cour militaire. Et on se pose la question pour un problème où il n'y a pas échange de coups, qu'un général puisse s'immiscer dans les affaires avec les civils qui n'ont rien à faire. C'est pourquoi nous soutenons, parce que on est en train de violer au jour le jour l'état des droits, on ne sait pas quelles sont les raisons, qui sont les plus influents et doivent prendre les décisions dans les pays où ils sont des intouchables et les uns sont frappés de ces histoires. Voilà les raisons qui font que nous soutenions la motion. Dernier intervenant sur la question, non, Mochab, et puis le dernier, ce sera le collègue José Makila. Monsieur le Président, merci pour la parole. Notre collègue Katouma l'a dit, il ne s'agit pas d'une motion incidentielle, parce que ça n'a pas l'incidence sur l'ordre du jour. Mais le plus important ici est de souligner qu'il s'agit d'une problématique très importante, qui fait la chronique chaque jour, et particulièrement dans la ville de Kinshasa. C'est une question transversale. Malheureusement, le gouvernement qui est démissionnaire ne peut pas venir se justifier devant nous, mais il lui fallait, honorable président, attendre que le ministre des Affaires foncières vienne s'expliquer, que le ministre de l'Intérieur vienne donner sa version, que le ministre de la Défense vienne donner sa version, ainsi que le ministre de la Justice, parce que tous les 4 ministères sont concernés. Il lui fallait d'abord avoir l'explication de l'exécutif. Alors seulement, une mission d'enquête, une mission d'information du Sénat pourra descendre sur le terrain pour confronter les informations qu'on nous aura données au préalable par les gouvernements avec ce qu'on aura trouvé sur le terrain. Mais il faut aussi souligner que la problématique des terres foncières continue à poser problème. La loi foncière, depuis le maréchal Mobutu jusqu'à ces jours, je crois que c'est l'article 226 qui dit une ordonnance du président de la République déterminant l'essor des terres coutumières. Cette ordonnance, depuis le maréchal Mobutu jusqu'à ces jours, elle n'est jamais sortie. Et donc, on continue à gérer des terres coutumières au petit bonheur. Ça veut dire, chaque ministre des Affaires foncières est contacté par le chef coutumier, il peut sortir une ordonnance portant le lotissement simplement parce qu'ils sont intéressés. Il faudrait pour cette fois-ci, honorable président, que la question soit épuisée. Quand les ministres de la Justice et sur les affaires foncières viendront nous expliquer, nous exigerons qu'il y ait une ordonnance présidentielle déterminant les sortes de terres coutumières. Alors seulement, on va sortir dans cet imbroglio.
Merci, Honorable Président. Merci, cher collègue. Collègue Makila. Merci, Président, pour la parole. Président, je ne soutiens pas la motion. Je ne soutiens pas la motion à cause de la forme, comme a dit notre collègue Vicky Katoumou. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne soutiens pas la motion parce qu'il faut un arsenal juridique, parce qu'il s'agit de terres. Notre collègue aurait dû demander une mission d'enquête. À ce moment-là, on prend tous les instruments juridiques, on met à la disposition de cette équipe d'enquête, on revient et à ce moment-là, la plénière peut se décider valablement. Raison pour laquelle je ne peux pas soutenir une telle motion. Une histoire ou un problème aussi sérieux comme celui-là, la terre. La terre, on ne traite pas ça dans une motion. La plénière ne peut pas se décider dans une motion sur un problème de terre. Voilà, Président, ma position. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'allais effectivement demander aux collègues d'abord de réunir toute la documentation, et parce qu'on a cité plusieurs arrêtés. On a cité la loi 73-021, on a cité la loi 80-008 du 18 juillet 1980. On a cité tout un arsenal de textes, et je pense qu'il faudrait que notre collègue puisse plutôt adresser une question orale avec débat aux ministres qui sont concernés ou aux institutions qui sont concernées par la question. Le problème qu'il pose, il est réel. Moi-même, j'ai déjà été victime plusieurs fois. Mais comme je n'aime pas les procès, je gobe. Mais je pense qu'on ne va pas continuer à se plier devant des gens qui violent les lois et ainsi que les règlements qui régissent cette matière si importante. Raison pour laquelle je vais demander donc au collègue Moricho de formuler une question orale ou avec débat ou demander une mission d'information et au besoin réunir toute la documentation pour que nous puissions nous prononcer en connaissance de cause. Collègue Moricho, donc à vous de prendre l'initiative. À présent, je vais passer la parole au président de la commission pour un commentaire sur les amendements, mais nous avons reçu 2 courriers. Nous avons l'obligation de vous en parler. Les collègues sénateurs qui ont été validés tout récemment, Kunda Kisenga Irene Diolomami et Samaki Anudituni Norbert du Haut-Ouélé ont tous opté pour leur mandat au Sénat, étant entendu qu'ils étaient en situation d'incompatibilité parce que tous les deux étaient des ministres provinciaux respectivement du Haut-Lomami et du Haut-Ouélé. Donc nous prenons acte de leur option de continuer avec nous au Sénat. Maintenant, nous passons la parole au président de la commission. Ah, Mukinti, je croyais que c'était le même sujet. D'accord. Toutes mes excuses. Vous avez la parole, chers collègues. Merci pour la parole, Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, j'interviens par motion d'information. Au fait, nous sommes en train de suivre, plusieurs d'entre nous suivent dans les réseaux sociaux la situation qui se passe au Nord Kivu et plus précisément à Beni. Mais moi je vais ajouter qu'il ne s'agit pas seulement, disons, de Beni, mais à cela il faut ajouter aussi
les deux territoires de l'Ituri, donc Irumu et puis Mambasa. Ce que nous sommes en train de voir dans les réseaux sociaux ne représente à rien la gravité de la situation qui est sur terrain. En fait, on vous dit, il y a tel village qui a été attaqué. Pour quelqu'un qui n'a jamais été dans le coin, il peut penser qu'il s'agit de villages dans le sens de là où il y a 10, 20 maisons réunies et on vient, on attaque. Ce qui se passe au Nord Kivu, et plus précisément, disons, à Béni et une partie de l'Ituri, en fait, il faut se mettre en tête des champs. Donc, il y a les propriétaires de terrain, quelqu'un a son champ de 1 hectare, 2 hectares, et cela s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Et quand ces gens-là viennent attaquer, les groupes armés viennent attaquer, ils passent de champ en champ, donc d'une concession à une autre, et ils tuent, ils exterminent les familles dans ces concessions-là. Et les familles africaines, vous savez, qu'on n'est pas souvent moins de 8, 12, 15 personnes, donc ils sont exterminés dans chaque concession comme ça. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'avant que ces attaques se fassent, toutes les autorités sont informées, tant civiles que militaires. Et parfois, quand vous appelez un commandant militaire, vous dites, mais est-ce qu'il y a moyen d'intervenir? Parce que d'ici, on est en train de massacrer les gens. Il vous dit, nous avons pris les dispositions. Mais quand vous appelez celui qui est franc, il vous dit, honorable, je n'ai pas la logistique nécessaire pour pouvoir intervenir. Et réellement, vous allez voir, on tue les gens pendant une semaine, ces gens progressent de village, de concession à concession, tuant les gens et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on ne peut pas savoir combien de gens ont été tués, combien ont été emportés et combien ont fait de déplacements. Parce que souvent, l'armée vient après, souvent après une semaine, juste pour faire à retrouver les corps en décomposition. La ville de Béni aujourd'hui, on ne sait pas quitter la ville de Béni parce que la route qui ouvre Béni à l'Ouganda, la route de Kassindi, comme on dit, mais là où on est en train de brûler les véhicules, de tuer les gens, c'est à moins de 50 mètres de position de notre armée. Pourquoi l'armée n'intervient pas? Et cela se fait aujourd'hui, demain, après-demain, et puis ainsi de suite. La même chose se fait, disons, là où il y a des positions de la MONUSCO. Et vous comprenez donc la raison pour laquelle, ça fait maintenant presque 10 jours, il y a comme une révolte de la population et il y a des manifestations de la population, malheureusement, qui sont réprimées de manière disproportionnée par l'armée et puis la police. Là aussi, aucune intervention. Donc, on a affaire finalement à une population abandonnée en elle-même. N'ont plus d'espoir. Donc, leurs cris ne savent pas à qui ils doivent s'adresser. Nous, comme groupe provincial du Nord Kivu, c'est une question qui nous préoccupe. Nous en avons parlé même disons, à l'ancien bureau pour demander, mais qu'on essaie même de créer une commission, parce que depuis 2014, où ces tueries se font, le Sénat n'a jamais rien fait. Et là, l'ancien bureau avait promis de pouvoir faire une commission mixte avec l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous, comme groupe politique, notre groupe provincial, on s'est dit on ne peut même pas recourir au gouvernement aujourd'hui parce que le gouvernement est démissionnaire, parce qu'on pouvait demander au ministre de la Défense avec tous les services, donc ça signifie que le commandement, de venir nous expliquer ce qui se passe. Mais maintenant ici, on ne sait pas le faire.
Donc, si nous sommes intervenus, c'était juste pour essayer de donner l'information donc aux collègues pour dire que la situation qui se passe à Béni est catastrophique. Il y a une population qui est abandonnée. On est en train d'exterminer nos compatriotes. Et cela se fait pas seulement à Béni, j'ai dit aussi, il y a le territoire de Roumu et de Mambasa dans l'Ituri, et oui, cela est en train de se passer. Quand j'ai parlé de l'armée, je dis, mais quand vous parlez à un commandant qui est sincère, il vous dit, réellement, je n'ai pas la logistique. Honorable Président, je suis arrivé à Béni le 14 mars. Et en parlant avec les militaires, ils vous disent, ceux qui sont au front, ils venaient de faire 21 jours sans manger. Ça signifie que même les Chikwang qu'on leur envoie pour manger, ça faisait 21 jours qu'ils n'avaient rien reçu. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont reçu quelque chose. Du 14 mars, ça faisait 21 jours. Là, je ne parle même pas de ce qu'ils reçoivent comme fonds de ménage. Parce que ce militaire qui est au front, il sait qu'il a laissé sa famille au village, qui n'est pas en train de manger aussi. Pour que sa famille mange, sa femme est obligée, je dois dire le mot même si c'est immoral, de se prostituer. Et c'est pourquoi vous apprenez que les militaires a tué sa femme, et ça c'est devenu récurrent, les militaires tuent la fille, sa femme, tuent ses enfants, il se tue lui-même. Donc ce sont des situations qu'on essaie de vivre. L'armée est abandonnée à elle-même, la population est abandonnée à elle-même aussi. Et ça crée une situation de confrontation avec la population. Il y a une nécessité que réellement, disons, le gouvernement intervienne pour pouvoir mettre fin à cela. J'espère qu'on va d'ici là mettre le gouvernement en place et que le ministre concerné, à ce moment-là, disons, nous allons revenir au micro pour qu'il vienne, disons, nous expliquer à la situation et puis donner une solution. Mais malheureusement, à ce moment-là, disons, on sera exterminé. Merci, chers collègues. Comme vous-même vous l'avez dit, aussitôt que le gouvernement sera en place, le nouveau gouvernement, vous reviendrez sur la question. Mais j'ai vu le président de la Commission Défense, Sécurité et Frontières lever la main, le collègue Pama Baramoto. Je vais lui accorder la parole. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues. Les affaires militaires, les affaires opérationnelles ne se traitent pas de cette manière. Où vous avez les caméramans, les personnes qui ne sont pas concernées, et vous êtes en train de dénigrer les forces armées, dénigrer son commandant suprême, dénigrer la nation. Ça, je ne suis pas d'accord, je ne serai jamais d'accord avec vous. Ça se traite à huis clos. Pas plus tard que hier soir à 17h, j'ai fait venir le chef d'état-major général avec son adjoint. J'ai longuement discuté avec eux. Il y a de cela une semaine, j'ai fait venir des officiers à partir du Nord Kivu et de l'Ituri, qui sont venus par moi-même. Je n'ai même pas demandé l'avis du président du Sénat, je n'ai demandé aucune contribution. Ils sont venus, ils m'ont fait les rapports de la situation sur le terrain. Je crois que l'autorité de décision est au courant de ce qui se passe. Alors, vous ne pouvez pas vous mettre à raconter ce qui se passe sur le terrain devant tout le monde, des gens qui ne sont pas concernés, même il y a des ennemis, alors ils vont rapporter ça et ça va créer des problèmes. De cette manière d'agir, moi je ne suis pas d'accord. Ça ne se passe jamais de cette façon-là. Vous demandez un huis clos, ok, alors là on fait sortir les autres et vous parlez.
Merci. Vous pouvez couper le micro. Mais nous comme vous, nous ne connaissions pas d'abord le contenu du message de notre collègue. Il a demandé la parole par motion d'information. Deuxièmement, vous êtes à la tête d'une commission du Sénat. Vous n'avez pas de pouvoir extraordinaire qui vous donne le droit de prendre des initiatives sans en informer le bureau du Sénat. Vous avez fait venir le chef d'état-major général de l'armée. Vous entrez en contact avec des généraux. Mais nous ne sommes pas informés. Ce n'est pas ça non plus la procédure. Troisièmement, la question est déjà mise en public par l'Assemblée nationale. Il ne faut pas donner l'impression que le Sénat n'est pas concerné par cette situation. Je crois que jusque-là, le collègue Mukinti n'a pas dévoilé les secrets ou les stratégies militaires. Il s'est fait juste la voix, il a porté la voix de ceux qu'il a contactés lors de son passage dans sa circonscription et les doléances qui lui ont été soumises en tant qu'élu du peuple. Et lorsqu'il reçoit ces doléances, il ne peut que les porter à notre connaissance. C'est pour cette raison que je disais que le gouvernement qui vient, qui va être investi bientôt, eh bien, nous allons demander à notre collègue de formuler, conformément à notre chapitre relatif au contrôle parlementaire, soit une question d'actualité, soit une question orale, soit tout autre instrument qui pourrait nous permettre justement, nous aussi sénateurs, de nous impliquer à fond à la recherche d'une solution durable quant à cette situation qui n'a que trop duré. Sur ce donc, nous demandons à notre collègue Mukinti de se préparer aussitôt que le nouveau gouvernement sera investi pour que nous puissions inviter ici le chef du gouvernement accompagné de toutes les personnes concernées pour la sécurité à l'est du pays, de manière à ce qu'ensemble nous puissions prendre les décisions idoines. Je suis tout à fait d'accord avec le collègue Pama Baramoto que bon, les ennemis suivent, c'est vrai, ce ne serait pas la bonne procédure, mais malheureusement il n'y a plus de secret, il n'y en a plus. Et j'ai entendu qu'on a pointé du doigt certaines personnes qui sont impliquées dans ce conflit, et j'espère aussi que la commission de l'Assemblée nationale ne manquera pas de nous révéler les noms de ces personnes-là, tout comme nous aussi, notre initiative pourra nous aider à avancer de manière à ce que ça ne demeure pas un sujet tabou, alors que nos compatriotes sont en train de mourir tous les jours. Ceci étant, nous pouvons maintenant poursuivre. Monsieur le Président, je dois dire un mot. Moi, si je permettez que je vous donne la parole. Le chef d'état-major général, c'est tout simplement parce que c'est moi qui préside la commission, non pas de la défense du Sénat ici, non. Non, non, non. Nous avons une organisation au sein de l'armée. Et c'est moi qui préside, cette fois-ci, c'est moi qui la préside. Le collectif des officiers généraux, c'est moi qui préside maintenant cette commission-là. C'est dans ce cadre-là, lorsque la situation du pays est menacée, lorsque l'insécurité, la sécurité ne va plus sur le territoire national, on se réunit et on lève l'option. On n'est pas obligé de passer par le Sénat ou par l'Assemblée, non. Nous le faisons à notre niveau et nous faisons notre rapport. Voilà, c'est à ce titre-là que j'ai fait venir ces officiers sur le terrain. Oui, collègue Makila, vous avez demandé la parole. Merci, Président, pour la parole. Président, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire.
Et je soutiens la motion d'information de notre collègue, président ici, c'est une assemblée. On ne peut pas nous museler au nom de quoi que ce soit. Nous sommes représentants du peuple. Nous sommes représentants du peuple. Nous allons sortir au grand jour tous les maux qui rongent notre pays. Et c'est notre travail. On doit revoir l'article 100 de notre Constitution. C'est ça notre travail. Notre job description. L'article 100 de notre Constitution. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je prends la parole pour vous appuyer et dire, nous ne pouvons pas rester insensibles par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Ce sont des Congolais comme nous. Au même moment, ce qui s'est passé dans le Kasaï, nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc, je suis désolé que mon grand frère m'excuse. Je n'ai pas pris la parole pour le contredire, mais comme parlementaire, on ne peut pas museler une chambre. Je vous remercie. Merci beaucoup, d'autant plus qu'ici nous sommes au Sénat. Nous ne sommes pas dans une organisation de l'armée, nous sommes ici au Sénat et notre mission est connue, notre rôle est connu et donc nous demanderons à notre collègue, le président de la Commission Défense, Sécurité et Frontières, ainsi que les autres membres qui sont dans la salle, de savoir qu'ils ne sont pas au-dessus du bureau et encore moins de la plénière du Sénat. Les initiatives doivent être portées à notre connaissance. C'est clair et je crois qu'on ne peut pas y revenir. Nous continuons notre ordre du jour. Merci, chers collègues, pour toutes vos contributions et vos réflexions sur cette question épineuse. Nous allons terminer avec le collègue Tibassima et puis nous poursuivons notre ordre du jour. Vous avez la parole, collègue Tibassima. Honorable Président, je vous remercie pour la parole. Comme nous sommes sur le chapitre d'intervention relative à la sécurité, je voudrais, Honorable Président, comme je l'ai sollicité le samedi passé, que vous m'accordiez exceptionnellement la parole pour présenter une motion d'information à notre Chambre. Ou si ce n'est pas possible que cela soit considéré comme une motion d'information, vous pourriez m'autoriser à m'adresser à notre Chambre conformément à l'article 100 de notre règlement d'ordre intérieur, parce que moi-même je viens avec deux autres collègues de l'intérieur, et la situation présentement est très grave à Ituri. Je crois qu'il y a beaucoup d'informations sur le net, nous les suivons tous, et je voudrais, Honorable Président, exceptionnellement que vous m'accordiez la parole à ce niveau de débat pour que je puisse vous présenter la situation, soit à titre de motion d'information ou à tout autre titre pour que notre Chambre en soit informée. Collègues, puisque vous avez la parole, allez-y pour que nous puissions vider et passer à autre chose. Vous avez la parole. Honorable Président, je vous remercie beaucoup. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, mon propos concerne la situation plus préoccupante en province de l'Ituri où je viens de séjourner dans le cadre de mes vacances. Cette province est confrontée à la recrudescence générale et violente de l'insécurité depuis 2017. Au moment où je vous parle, la plupart des grandes agglomérations de la province, y compris la ville de Bunia, son chef-lieu, vivent sous la menace permanente d'être prises par des groupes armés. Comme preuve, l'intrusion des miliciens le 4 septembre 2020 dans la ville de Bunia. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, comme je viens de le dire, c'est depuis 2017 que l'Ituri est plongé dans l'insécurité et un cycle infernal de violence d'une cruauté
indescriptible. On y vit au quotidien des tueries abominables, avec mutilation des corps, la destruction des biens publics et privés, notamment les écoles, les formations médicales, les habitations, les commerces, les élevages, les champs, les marchés, j'en passe. Si tout a commencé en territoire d'Ndjougou, plusieurs des 5 territoires de la province ont été par la suite et progressivement touchés, plus particulièrement les territoires d'Irumu, de Mahagi et de Mambasa. Qui sont les auteurs de ces violences? Il s'agit principalement de 2 milices locales, à savoir la CODECO et le FPIC. Mais les FPIC sont nés en 2019, en territoire d'Irumu récemment. Depuis peu, ces 2 groupes mènent des fois des opérations communes. Vous vous rendez compte jusqu'à quel niveau la situation s'est détériorée dans cette partie du pays. Mais en plus, plusieurs autres milices ou groupes armés essentiellement délogés du Nord Kivu voisin, par la pression de nos forces armées, se sont réfugiés en Ituri. Il s'agit notamment des Aiguiers, ainsi que de nombreux groupuscules maïmaï, dont certains sont d'ailleurs locaux, principalement en territoire de Mambasa et d'Irumu. Et mon collègue Moukim qui venait d'y revenir. Quelles sont les conséquences de l'intense activisme de ces miliciens? Primo, la destruction du tissu économique et social. En l'occurrence, les habitations, les activités génératrices de revenus, les écoles, bref, tous les tissus économiques et sociaux de cette province, comme cela se fait au Nord Kivu, particulièrement vers Beni Butembo, est détruit. Secondo, une très grave crise humanitaire. Honorable Président, actuellement, il y a plus de 1 800 000 déplacés internes qui sont répartis sur une 60aine de sites de déplacés. Tertio, l'asphyxie économique de la province. En effet, les principales voies de communication, dont la RN27 qui relie le Kenya, l'Ouganda à notre pays, en passant par Goli, Amhagi, Ndjougou, le territoire de Ndjougou pour sortir sur la ville de Bunia. Et les routes provinciales, comme celles des dessertes agricoles, sont quasiment fréquentables, ne sont plus fréquentables du fait de l'insécurité. Les espaces d'activité économique de cette région à vocation agro-pastorale, à savoir les champs et les pâturages, sont inaccessibles. Vous vous rendez compte, honorable Président, aujourd'hui les gens ne peuvent plus aller aux champs. Ils y sont tués, principalement dans les territoires d'Irumu et de Ndjougou. En cas qu'il y ait l'instauration de la grave pratique de la substitution des milices à l'État. Honorable Président, ces milices ont instauré des péages sur des axes routiers et n'hésitent pas à effectuer des contrôles d'identité au détriment des groupes ethniques estimés hostiles pour eux, voire s'assurer la police dans certaines localités. En plus, les milices s'adonnent à l'exploitation des ressources naturelles comme l'eau. C'est particulièrement dans les territoires d'Ndjougou et d'Irumu. La menace permanente de contrôle par ces milices des grandes agglomérations de la province. J'ai évoqué tout à l'heure le cas de Bunia en septembre. J'ajouterai aussi le cas de Mungwalu, à 85 km de Bunia, une commune rurale connue pour abriter un des sites d'exploitation de la société minière de Kilomoto. Notez du reste, honorable Président, que depuis plusieurs mois déjà, les chefs-lieux de 2 territoires d'Ndjougou et d'Irumu ont été complètement mis à sac par la CODECO pour l'un et le PIC pour l'autre. Ils sont vidés de leur population. Mon intervention, honorable Président, de ce jour constitue un cri d'alarme au travers duquel je souhaite vivement que les dispositions urgentes et vigoureuses soient prises afin de prévenir le pire. Je profite pour relever que nos forces armées sont capables de réaliser du bon travail quand les conditions sont réunies et je les félicite. Je loue cette bravoure qui s'opère malheureusement au prix de certaines pertes en vie humaine au sein des rangs de nos forces armées. Et je voudrais ici que nous ayons une pensée pieuse
à la fois aux populations civiles qui sont décimées tous les jours, ainsi que les pertes que nous connaissons dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité. En effet, durant ces derniers mois, par 5 fois au moins, l'unité commando déployée en Ituri a réussi à repousser les assaillants tant de la CODECO que de EPIC qui avaient lancé des offensives dans des localités situées à quelques kilomètres autour de la ville. Pour ceux qui connaissent cette contrée, il s'agit notamment des attaques à Ézéchiel, situé à 12 km seulement de Bunia, sur le mont Bleu. Lengabo, à 3 km de la ville de Bunia. C'était à l'entrée de la ville de Bunia. Tout à moins de 10 km, comme je le disais. À Iga Barrière, à 25 km, Lopa, respectivement à 15 et 18 km de Bunia. Lopa, faut-il le rappeler, est sous le feu des miliciens CODECO depuis vendredi dernier, et nos vaillants militaires y ont perdu des hommes. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, que faire concrètement? Ce n'est qu'une proposition, honorable Président, parce que c'est à nous tous de voir ce qui peut être fait. Évidemment, peut-être que nous, de cette contrée, nous parlons sous l'émotion, nous nous adressons à notre chambre pour que des propositions idoines soient trouvées. Nous proposons notamment la réactivation de la mission d'information projetée il y a quelques mois par l'ancien bureau. Mission qui allait être conduite par un des membres du bureau et qui allait comprendre notamment certains collègues comme le président de la commission défense et sécurité. Cette mission allait connaître la participation outre des sénateurs de l'Ituri, des autres collègues venant des autres provinces, et notamment, comme je venais de le dire, du président de la commission de notre chambre, la commission défense et sécurité. Il vous souviendra en effet que cette commission avait auparavant procédé à l'audition du ministre de la Défense et de la Sécurité relativement au même dossier. Cette mission, si elle est agréée, et nous voulons, honorable président, si cela peut se faire très rapidement parce que la situation est très grave, elle pourrait être chargée de faire des propositions concrètes à notre Chambre quant aux voies les plus efficaces et efficientes pour résoudre la grave crise qui sévit en province de l'Ituri. Honorable Président, honorable membre du bureau, pour terminer, j'ai tenu à partager cette information alarmante sur la situation qui prévaut en ce moment en Ituri et qui perdure depuis 2017, soit depuis 4 ans. Et durant ces 4 ans, nous connaissons aujourd'hui un déplacement massif. Et les 66 dont j'ai parlé ici sont répartis. Il y en a 6 dans la ville de Bunia et ses environs. Il y en a plusieurs en Djougou et même en territoire de Mahagi où on a accueilli beaucoup de déplacés. Sans parler de ceux qui sont allés à l'extérieur du pays, qui semble-t-il serait estimé à plus de 300 000. Je sais néanmoins que l'Ituri n'est pas la seule entité de notre pays à être confrontée à l'épineuse problématique d'une insécurité chronique. Que mes estimés collègues des autres provinces concernées, tant de l'ex-province orientale que du Grand Kivu, trouvent ici l'expression de ma solidarité et compassion devant les drames du même genre qui s'y déroulent également, qui s'y vivent. Honorable Président, au moment où nous parlons, il y a des localités qui sont entourées par des miliciens, qui sont détruites par des miliciens, particulièrement en territoire de Djougou et du Rumu. Une action urgente s'avère nécessaire. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, je vous remercie infiniment pour m'avoir, honorable Président, m'accorder la parole et chers collègues de m'avoir écouté. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Comme nous l'avons dit, cette question, comme celle soulevée par notre collègue Mukinti, feront l'objet de procédures conformément au titre 5 relatif au contrôle parlementaire, aussitôt que le gouvernement sera investi.
le plus rapidement possible, nous allons nous pencher sur cette situation. Mais déjà, il faut savoir que ceux qui vont conduire ces missions ne doivent pas être des originaires. On peut prendre un ou deux originaires pour la maîtrise du terrain, la communication, mais cette fois-ci, nous voulons des solutions durables parce qu'on ne sait pas à quel niveau peuvent se situer les complicités. Ça a été dit et nous le lisons dans les médias. Et donc, nous devons faire de sorte que cette fois-ci, ceux qui vont conduire ces missions-là ne soient pas des originaires ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Ituri, ni du Kasaï et du Kasaï central. Collègue Oulungu. Merci, Président, pour la parole. Je ne serai pas très long. Mais c'est juste pour les petits équivoques. Je voudrais revenir à l'article 94, au point 3 et point 5. Je lis le règlement. Au point 3, la mention d'information concerne un complément d'information essentiel pour l'orientation du débat sur le sujet en discussion. Point 5. La motion incidentielle est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle le Sénat doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale. Je ne comprends pas pourquoi on s'est attaqué tout à l'heure à l'honorable Didier Moulichot, qui est intervenu par notion incidentielle. Je voudrais, cher Président, avec tout le respect, obtenir quelques éléments de la part d'éminents juristes qui sont sénateurs, parce que nous ne sommes pas tous juristes. J'ai l'impression que Didier Moulichot, notre collègue, a bien utilisé les mots et c'était une motion incidentielle. Je vous en remercie. Merci, chers collègues. Je crois que nous avions déjà tranché sur cette question. Nous avons reconnu la pertinence de son intervention et nous avons demandé qu'il puisse réunir la documentation et lorsque le gouvernement sera en place, on va interpeller le chef du gouvernement accompagné de tous les ministres concernés par la question. Si je reviens à votre intervention, à la motion, au point 5, il faut bien lire ce qui est écrit. La motion incidentielle, ainsi de suite, ou de poursuivre le débat sur une question principale. Donc ça veut dire que la motion incidentielle doit avoir aussi un lien avec la question principale. Mais tel n'est pas le débat. Nous avions déjà clos, nous avons demandé que notre collègue revienne ici aussitôt que le gouvernement sera constitué. Merci beaucoup. Nous continuons. Monsieur le Président, chers collègues de la commission PAJ, vous avez la parole. Honorable Président, merci.